Bonjour à tous et bienvenue sur ce 8e épisode de Beyond Average. Je suis Mathéo Saint-Prix sur Instagram, matteo.elitepro et on se retrouve pour un nouveau podcast, encore une fois pour les nouveaux qui sont ici. Le but de ce podcast est de venir parler de différents sujets autour de la musculation, de la nutrition, de la progression et de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ta progression musculaire, ta perte de gras ou tout simplement si tu es athlète naturel pour pouvoir monter en jour sur scène en compétition de bodybuilding. Et aujourd'hui, pour ce 8e épisode, je suis pas tout seul, je suis en compagnie d'un invité que vous avez déjà vu. Le retour. Le comeback. Le retour. Le comeback de Marvin. Et en fait, on a décidé de faire un petit format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude. Vous savez, normalement, je prends une thématique et on vient débattre autour. Là, directement sur Instagram, on avait laissé tous les deux une boîte à questions dans nos stories. Et on a eu différentes questions. Du coup, on va venir tout simplement y répondre. On va sélectionner les meilleures. Et puis, d'ailleurs, si c'est un format qui vous plaît un petit peu de fonctionner comme ça, n'hésitez pas, parce que nous, on trouvait que c'était une bonne idée. Et puis, en plus, c'est plus naturel, je trouve. C'est une très bonne idée. On follow moins une trame, entre guillemets. Et on répond aux questions de... Ouais. Et directement, du coup, on espère aider. Donc, pareil, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à attendre les petites boîtes à questions qui peuvent parfois arriver. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on sélectionne les questions en fonction de celles qui sont, selon nous, les plus intéressantes et qui, même si vous y avez pas forcément pensé, peuvent aider d'autres personnes. Exactement. Donc, le but, c'est ça. Donc, bon, encore une fois, j'essaie de pas forcément dépasser 1 heure pour que le podcast soit le plus digeste possible. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions. Encore une fois, vous savez qu'en général, une question va amener à un débat, une autre question, etc., etc. Mais on va commencer. Bon, déjà, Marvin, est-ce que, au pire, pour ceux qui te connaissent peut-être pas, représente-toi. Je me représente. Représente-toi. Je m'appelle Marvin Hannequin. Ouais. J'ai 28 ans et je suis bodybuilder naturel. Et je suis en pleine préparation pour ma saison de bodybuilding qui va se dérouler cette année. Sur la fin d'année, du coup, j'aurai 4-5 shows de bodybuilding. Ouais. Naturel, bien évidemment. Et voilà, mon contenu tourne autour de ça un petit peu en ce moment. Et tout se passe très très bien. Et tu es coach? Je suis coach également, coach en ligne. Tu es coach aussi. Coach en ligne, ça va faire maintenant 2 ans à peu près, et j'ai coaché plus de 150 personnes. Voilà. Et donc pareil, tu t'occupes de la perte de gras, prise de muscle, etc. Exactement. Donc, j'essaie d'avoir une base plutôt... j'essaye de pas trop me nicher, même si c'est un petit peu contradictoire avec ce que beaucoup de personnes, mais j'aime bien pour ma variété, pour que mes journées ressemblent... que ce soit pas toujours les mêmes en fait. D'avoir du bodybuilder qui monte sur scène cette année, j'en ai un qui monte sur scène cette année, j'en ai 4 qui montent l'année prochaine. Du lifestyle, perte de poids, transformation, prise de masse, voilà. Vraiment toucher un petit peu. Trop bien. Trop bien. Bon, je propose d'attaquer avec la première question. Donc, on a eu une question sur notre avis sur les repas de recharge, les refeeds un petit peu, c'est ça le nom stylé, pendant la sèche. Du coup, en fait, alors pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est qu'un refeed ou une recharge, ça va être effectivement dans votre période de sèche, vous allez être en déficit calorique et il y a un process qu'on appelle un refeed où pendant une certaine période, ça peut être en général une journée, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça dépend un petit peu de la stratégie que vous mettez en place. Vous allez manger un petit peu plus de calories, peut-être sortir un petit peu du déficit pendant un certain temps et le but sous-entendu de ce refeed et en fonction de comment il va être mis en place, c'est un petit peu de manager votre fatigue, de faire un petit peu aussi également, et justement ça va être le débat de la question psychologiquement aussi, pouvoir consommer un peu plus de calories, ce qui peut être plus confortable lors d'un déficit sur une longue période. Donc c'est vrai qu'il y a 2 camps, il y en a un petit peu qui sont pour, d'autres qui sont pas forcément pour. Je vais faire les points positifs. Tu vas faire les points positifs. Et en fait, il n'y a pas forcément de points négatifs en vrai de faire un refeed, c'est juste la façon dont ce que les gens attendent derrière le refeed, c'est plus ça qu'il faut selon moi nuancer. Est-ce que tu parles de refeed en prep, donc en prépa de body, ou juste en sèche entre guillemets de lifestyle? Ce qui va différencier la sèche de la prépa bodybuilding, c'est juste que la prépa bodybuilding, potentiellement que la personne va se retrouver à un extrême beaucoup plus poussé, et donc le refeed peut avoir plus d'intérêt, tu vois, à un certain moment en fonction de quand est-ce qu'elle est échéance finale. Moi je mets ma casquette de prépa. Tu as la casquette de prépa. Tandis qu'en sèche, et justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant pour la population Gen Pop ou quoi que ce soit, à part sur justement un déficit qui peut durer extrêmement longtemps, il y a peut-être pas forcément d'intérêt entre guillemets d'avoir un refeed. Ça dépend vraiment de la durée, mais du coup vas-y, commence alors selon toi. D'un point de vue body, je trouve ça intéressant. Déjà, le premier point que tu as souligné sur le fait de manger un petit peu plus de calories, de sortir, entre guillemets, de sa diète de base. Maintenant, c'est à double tranchant. Parce que moi, pendant ma première prépa, j'avais beaucoup de refeeds. Genre, beaucoup. Et c'était... je trouvais ça même un petit peu trop facile. Et je suis pas arrivé prêt. Donc déjà, ça, c'est la première des choses. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu as besoin d'un refeed parce que tes performances à la salle baissent, parce que ton sommeil devient très compliqué, parce que il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur en fonction de ta nutrition. Est-ce que tu deviens de plus en plus bête tout simplement parce que tu n'arrives plus à réfléchir, enfin peu importe. Mais ou est-ce que c'est juste pour
entretenir un besoin de là, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas, entre guillemets, je me suis pas fait plaisir. Est-ce que c'est pas ça en fait qui tire? Donc d'avoir une bonne communication avec ton coach, mais moi je trouve que c'est utile, que ce soit d'un point de vue surtout entraînement, performance, d'avoir un refeed placé par exemple sur 1 ou 2 jours et potentiellement avoir un point faible. Comme ça, tu reviens à la salle le lendemain, t'as entre guillemets un petit peu plus d'énergie. Psychologiquement aussi, ça t'aide un petit peu à passer certaines barrières, mais voilà, pas tout le temps. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est exceptionnel quoi, sur une prépa de body. Ouais, ben moi, alors je suis d'accord, il y a des choses que tu as dit qui sont super intéressantes, tu vois, d'autres qui sont un petit peu à nuancer. Alors effectivement, donc le principe du refeed, c'est qu'on a dit consommer un petit peu plus de calories. Alors en fonction de la magnitude de ce que ça veut dire consommer un petit peu plus, ça dépend de la stratégie que vous allez avoir et surtout la durée de votre refeed. Parce que là, tu vois, par exemple, toi, tu as dit un refeed, ça peut durer entre 1 à 2 jours. Ouais. Bah, en général, moi, j'aime bien le pousser un petit peu plus. Tu vois, 3, 4 jours. En fait, ça va vraiment dépendre du profil de la personne et pourquoi vous le mettez en place. Mais en fait, il y a de fortes chances qu'un refeed sur un jour, en réalité, il soit pas réellement utile. Hein. C'est ça. C'est tu stockes pas aussi vite que ce que les gens pourraient te faire parce croire. Que si on parle de performance et de pourquoi on fait un refeed et qu'on a besoin de plus d'énergie pour potentiellement aller s'entraîner, parce que là, effectivement, les perfs baissent, on a une fatigue qui est un petit peu plus importante. Le but du refeed, ça va être effectivement, donc physiologiquement, ça va être de re-remplir les stocks de glycogène qui vont nous permettre potentiellement d'avoir des meilleures performances sur les jours qui vont suivre, parce que du coup, au fur et à mesure du déficit, vous avez un petit peu deplete, vous avez un petit peu vidé vos stocks de glycogène. Mais comme tu as dit, et selon moi d'ailleurs, j'en suis persuadé et convaincu, c'est bien plus aussi. Et alors, ça dépend les profils, encore une fois. Il y a des gens qui s'entraînent extrêmement dur, qui ont un certain mindset ou quoi que ce soit, et qui savent que du coup, lorsqu'ils vont manger un petit peu plus, physiologiquement, il va se passer quelque chose qui font qu'ils seront plus performants. Et c'est normal, ils auront plus de calories. Exactement. Mais pour, je pense, sans extrapoler, hein, 95 95% des gens. C'est bizarre que tu ailles là-dessus parce que j'en discutais avec ma copine hier, mais moi je suis pas contre les refeeds, mais je préfère 1000 fois que dans ma prépa aujourd'hui, j'ai peut-être des carbs intra-training que de me taper un refeed. Parce qu'en fait, quand j'ai eu un refeed il y a 2 ans, quand j'ai fait ma première prépa, en fait, je suis tellement sorti, entre guillemets, un peu de ma zone et de ma diète au final. Enfin, j'avais eu des sushis, j'avais eu genre burgers, des cookies, des trucs comme ça, qu'en fait, ça me donnait une espèce de... C'était malsain. Ouais, le rapport avec la bouffe, voilà, c'était pas bon. Mais parce que refeed, ça veut pas dire cheat meal, ça veut pas dire free meal. Un refeed, normalement, il est censé être contrôlé, hein, les gars. Majoritairement, c'est ta diète, juste avec plus de carbs entre guillemets quoi. Ouais, en fait, alors moi ce que j'aime bien faire en général, c'est effectivement en fonction du pourcentage de body fat de la personne, du poids qu'elle va faire, etc. On va justement mettre un certain total en plus de calories. Ces calories-là, si possible, potentiellement proviendront que de glucides, que de carbs, et que je vais diviser en fait simplement par jour en fonction de la durée du refeed. Et le but effectivement, c'est donc remplir les stocks de glycogène, donc tu vois, simplement permettre à la personne d'avoir un peu plus d'énergie par la suite. Mais en réalité, et justement ce que je disais avant que tu me coupes, pour 95% des gens, c'est bien plus aussi placebo. Hein. Mais alors, c'est bien plus placebo, mais est-ce que, tu vois, et c'est ça au moins là où mon avis il a un petit peu changé dessus, parce qu'avant je disais, non, mais en fait, en refeed, pour les 3 quarts du temps, ça ne sert absolument à rien à part pour te faire du bien parce que tu as envie de manger. Mais en fait, en soi, quand même, effectivement, physiologiquement parlant, ça n'a peut-être pas autant d'intérêt que ce que la majorité des personnes pensent que ça peut avoir pour leur entraînement ou quoi que ce soit. Je sais dans quelle direction tu vas là. Bah ouais. Si les personnes, juste même, tu vois, placebo, elles y croient. Et elles sont en mode, si là j'ai grave mangé, je me sens grave en forme, etc. et tout, j'ai fait un petit refeed, ça faisait 6 semaines que je n'en avais pas fait, et là je me sens plein, je me sens fort ou quoi que ce soit. Ouais, et du coup, et ça se trouve, cette personne-là, après la semaine qui va suivre, va faire une excellente séance. Tu reviens sur ton adhésion, ce qu'on discutait dans nos premiers podcasts. Oui, ça revient toujours au même process, les croyances que les gens peuvent avoir, tu vois. Ouais. Mais donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu de l'eau tranchant. Donc, effectivement, vous avez ce côté un petit peu pour beaucoup. Et donc là, bon, on vous explique un petit peu que c'est peut-être pas toujours comme ça que ça marche forcément, mais ce petit côté placebo qui peut, entre guillemets, vous donner ce truc de ah putain, là je suis hype parce que j'ai fait mon refeed. Ça peut être à double tranchant parce que du coup, si vous n'avez pas de refeed pendant un certain temps, vous allez pouvoir faire l'inverse. Vous allez vous dire ah non, mais là c'est normal que je m'entraîne pas forcément au top de ma forme parce que j'ai pas de carbs, alors que c'est pas censé être une excuse, hein, encore une fois. Et donc, ça peut être un petit peu mitigé. Est-ce que tu ferais par exemple sur quelqu'un qui serait beaucoup plus tourné lifestyle, sur une perte de poids par exemple, pas de refeed, et sur un compétiteur à voir avec son coach, mais potentiellement t'es un peu plus ouvert à la discussion? Ouais, alors tu vois, moi c'est pas forcément en fonction du profil de la personne, comme tu dis, ce qui va vraiment déterminer est-ce qu'il y a besoin d'un refeed ou non, ça va être surtout la durée potentielle du déficit. La durée du déficit, la magnitude du déficit et le profil à qui je m'adresse. Parce que pareil, pour la majorité des clients lifestyle, en fait, je sais pas, ils sont en déficit, ils sont en perte de poids. Mais la majorité des clients lifestyle, rarement ils vont faire une diète pendant 6 mois comme si c'était une prépa. Et ça va vraiment descendre énormément aussi. Parce que c'est pas le même objectif, exactement, c'est ça. Et c'est surtout que souvent, la majorité des clients lifestyle ou des personnes lifestyle
ont un peu plus de liberté au niveau de leur diète. C'est-à-dire que peut-être que toutes les 2 semaines, elles peuvent faire un free meal. Est-ce que ce free meal, au final, il sert pas de refeed entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup de clients comme ça qui, quand on est sur une phase de... Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les macros, tu le sais, où en gros, tant que, entre guillemets, ça rentre dans les macros, ça peut arriver que, parce que j'ai des clients, des fois, ils m'envoient des messages, ils me disent, j'ai dépassé un petit peu mon quota de lipides, etc., mais je reste dans mon total calorique. Ça me va. On n'a pas prévu de monter sur scène dans 3 mois. C'est ok. C'est ça qu'il faut un peu remettre l'église au milieu du village. Mais voilà, moi, je trouve que même un cheat meal, entre guillemets, un refeed cheat meal, ce qu'on veut, ça peut rentrer dans tes macros, mais largement. Ça dépend de l'objectif de la personne. Tu vois, en compétiteur, tu veux qu'il soit le plus précis possible. Encore une fois, le refeed, ça va pas être un free meal parce que, encore une fois, un refeed est traqué correctement. Moi, tu me parles pas de... je mange mes 100 grammes de riz tous les jours. Et même pour un client lifestyle, imaginons, qui a pas prévu de monter sur scène, mais qui veut faire les choses extrêmement bien. Il a une bonne adhésion à son plan alimentaire, il kiffe en ce moment comment il se sent, etc. Il est extrêmement motivé, il a pas envie de forcément faire d'écart parce que justement, comme tu dis, lui laisser la porte ouverte à potentiellement faire des free meals, ça peut avoir aussi du coup l'effet un peu inverse que toi t'as eu justement durant tes refeeds pendant ta prépa. Mettre un refeed en place, ça va surtout dépendre de ok, ça fait combien de temps que justement tu es en déficit, à quel point tes performances elles ont chuté, elles ont droppé, et est-ce que en réalité le fait de monter tes calories va vraiment permettre de résoudre le problème où là t'as l'impression d'avoir moins d'énergie, ou est-ce qu'on devrait pas s'intéresser bien plus à optimiser tes autres facteurs de récupération? Et c'est là où j'interviens, Monsieur Sommeil, comme tu m'appelles. Monsieur Sommeil. C'est en vrai, non mais ça c'est tellement vrai parce qu'en fait souvent, en fait on va y aller un peu benet, tu vois, on va dire oh là là, comment dire, mes performances à la salle baissent sur mon logbook, machin, je suis un petit peu moins performant et tout. Ok, attends, avant de bouger quelque chose sur ta nutrition. Exactement. Est-ce que tu dors aussi bien qu'avant? Exactement. 99% du temps, non. Est-ce que, je sais pas moi, ton timing en termes de nutrition, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ta supplémentation est la même? Est-ce que si, est-ce que ça? Et en fait, il y a énormément, comme tu dis, il y a énormément de facteurs à voir autour avant déjà de juste dire, ok, viens, on part sur un refeed. Parce que ça, c'est un peu c'est la carte maîtresse, en mode ça qui va tout changer. Exactement, mais ça va rien changer. Ça dépend des profils, ça peut, mais pour la majorité du temps, en fait, souvent, c'est pas que ça va rien changer, c'est que je pense que l'attente que les gens en ont est beaucoup plus surestimée par rapport à ce qui va réellement se passer avec un refeed. C'est comme pour tout. Tu vois, et c'est surtout qu'encore une fois, pareil, les gens, déjà bon, vous avez compris, le truc de refeed, je suis pas forcément contre, c'est juste qu'il y a une façon de faire et c'est surtout ce que ça va vous apporter, mais c'est surtout que aussi les 3/4 des façons que les gens vont avoir de définir le mot refeed n'est pas forcément correct. Tu vois, faire un refeed sur un jour, je trouve pas forcément ça intéressant. Faire un refeed en disant que c'est genre un free meal ou va manger dehors, c'est pas forcément la meilleure manière de les faire. Traquer, être le plus précis possible, c'est intéressant. Moi, il y a 2 ans et demi, gros. Mon coach me disait, tu apprends. Refeed, exactement. Mais c'est pour ça que j'adore, moi, ce métier et ce monde-là du bodybuilding, parce que c'est de l'XP de ouf. C'est que de l'expérience. Et c'est ça qui est incroyable, parce que au début, quand j'étais il y a 2 ans et demi, je me rappelle à Montréal, et j'étais en mode, ok, refeed, parfait. Sushi, je prends ça, et je faisais attention, je prenais salmon, je prenais tuna, machin et tout. Et j'étais en mode, ok, petit cookie. Parce que comme ça je rentre un peu dans tu vois, j'explose les carbs, et le lendemain j'arrive à la salle, je me suis dit le pump il va être légendaire. Énorme. Le pump n'a pas bougé d'un seul millimètre. J'étais un peu voilé, j'étais pas bon parce que j'ai mal dormi, j'étais ballonné, c'était pas bon. Parce que pareil, il y a refeed et refeed. En refeed t'es complètement au-dessus, en plus là tu me dis cookies, sushi, potentiellement t'avais des lipides, en général en refeed on va essayer d'envoyer un peu plus de glucides, bien sûr. Tu vois, donc forcément il y a des choses, mais dans tous les cas t'apprends et ça fait partie de l'expérience, c'est ça qui est super intéressant. D'ailleurs moi je vous invite tous, le but justement du podcast, du contenu que j'essaie de partager sur Instagram, même Marvin, les conseils qu'il peut vous donner ici ou quoi que ce soit, ça a toujours pour but de vous éduquer, pour que vous compreniez toujours la dynamique dans laquelle vous êtes en fait. Parce que quand vous comprenez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, vous aurez toujours bien plus tendance à mieux le faire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec le temps. 100%. Et restez pas bloqué sur ce que vous pensez ou quoi que ce soit, continuez d'apprendre. Je trouve que c'est très très important. Et puis il y a aussi ce truc et ça c'est vrai, c'est pour ça aussi que tu vois, il y a peut-être une croyance générale chez beaucoup de gens qui est que le refeed, ça va être burger, frites, machin. C'est qu'aussi beaucoup sur la scène de bodybuilding, notamment chez les gros, vous avez tendance à voir sur des fois des semaines ou des jours, refeed, et les mecs s'envoient des burgers, mais ça, des frites, des machins. C'est old school de zinzin, c'est pas forcément la meilleure méthode aujourd'hui, on le sait. Et c'est surtout que là, attention, vous vous adressez aussi à des gars, d'accord? C'est pas le même jeu. Non, mais c'est des mecs qui vont faire potentiellement entre 95 et 115 kilos écorchés secs. 130, 100. C'est pas forcément le même niveau. Donc, vous voyez, c'est pas forcément les mêmes ratios, c'est pas forcément les mêmes totaux caloriques qui suivent actuellement. Donc, effectivement, la marge qu'ils peuvent avoir, elle est un petit peu différente. Donc, la conclusion de ça, c'est déjà, revoyez votre définition du refeed. Encore une fois, c'est pas forcément que sur un seul jour.
Principalement, si vous pouvez, mettez que des glucides en plus. N'ayez pas une espérance énorme. D'abord, intéressez-vous de si c'est vraiment essentiel et si vous en avez besoin dans le contexte dans lequel vous êtes. Et surtout, essayez de le faire correctement, d'accord ? Et absolument. Je répète, ne comptez pas sur ça en vous disant « Ah du coup, demain, la séance va être exceptionnelle » ou quoi que ce soit, d'accord ? Et pour beaucoup de choses d'ailleurs, parce que ça, on a un petit peu passé, alors que c'est un sujet qui est vachement intéressant, t'as ce truc souvent qui revient quand les gens commencent à avoir un souci. Tu sais, par exemple, dans leur programmation, dans leur diète, dans leur perte de poids, dans leur perte de gras, dans leur prise de muscle, qui va toujours être de « Ah putain, mais du coup, il faut que j'ajoute quelque chose » ou « Il faut que je fasse quelque chose » ou que t'enlèves quelque chose. Ou que j'enlève quelque chose, tu vois, c'est ça. Avant de faire tout ça, assurez-vous que tous les paramètres que vous êtes en train de faire actuellement sont faits de la meilleure des manières possibles. Trust the process. Ouais, Marvin a dit un truc tout à l'heure, justement, avant de vous dire « Ok, là, effectivement, votre plan d'entraînement, vous avez vu, les performances sont pas forcément aussi top. » Et là, du coup, vous vous dites « Ah c'est pas grave, j'ai mon médicament, j'ai mon Refeed. » Et le Refeed va tout régler, tous les problèmes. Non mais avant de faire ça, essaye d'optimiser, de garder tes paramètres pareils, mais de regarder le contexte dans lequel t'évolues. Ton sommeil, est-ce qu'il est vraiment bien ? Tes facteurs de récupération, est-ce que là, sur tes séries que t'es en train de faire, il n'y en a pas certaines où tu overshoot un petit peu, où tu t'épuises pour rien alors qu'il n'y a aucun stimulus dans le muscle que tu veux envoyer ? Et il y a des phases aussi, parce que moi, rappelle-toi quand on s'entraînait, parce qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble quand j'étais sur ma fin de prise de masse, et il y a des fois, tu voyais, genre des fois, je perdais une répétition ou deux sur des séries, machin, etc., alors que pourtant, j'avais un total calorique de zinzin, Je mangeais de zinzin, tu sais que mon sommeil était carré, que tout était pareil, mais il y a aussi un moment, des fois, ça arrive. Tu sais, c'est ok, ça arrive de j'ai fait un réel dessus qui est sorti hier. Magnifique. Donc magnifique. Allez liker. Mais je veux dire, ça arrive et c'est pas pour autant que tu vois. Alors bien évidemment que tu me connais, je suis très revanchard. Tout à l'heure j'ai fait ma série de hack squat, tu m'as rajouté un petit peu plus, etc. Mais voilà. Et tu as fait tes reps. Et j'ai fait mes reps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive que sur une semaine, potentiellement tu vas perdre une répétition, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est ok. Ça veut pas dire que t'as perdu une rep sur ton développé incliné à la Smith, qu'il faut tout changer. Trust le process. T'inquiète. C'est exceptionnel ce que tu viens de faire là, parce que du coup, Marvin n'a pas forcément l'ordre des questions. Tu viens de faire une transition extraordinaire. Parfaite avec la deuxième. Je m'hydrate. Tu viens de faire une transition parfaite avec la deuxième question, qui est justement entraînement instinctif. Tu vois, donc s'entraîner un peu plus en fonction de ton feeling versus logbook. Non mais alors ne rigole pas. Alors attends, je me réinstalle. Non mais non, parce que la question était intéressante. Okay. La personne m'a mis un peu plus de contexte en message en disant lequel produit le plus de résultats sur du long terme et potentiellement pourquoi. Parce qu'effectivement en ce moment moi je nuance pas mal, tu sais, ce concept de surcharge progressive. Tu sais que t'as beaucoup de gens effectivement. Alors surcharge progressive, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de venir au fur et à mesure du temps rajouter de la charge, rajouter des reps en plus sur vos mouvements de façon standardisée, et en général effectivement si vous êtes capable de faire plus, c'est que vous allez progresser. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui mettent énormément ça en avant. Et je trouve que c'est très bien, parce que c'est un principe qui est important. Le problème, et c'est pour ça que la question, je la trouvais intéressante et que je voulais nuancer, c'est que le truc, c'est qu'il y a des gens qui, du coup, vont miser absolument que sur ça et qui vont penser que, du coup, elles doivent absolument mettre une surcharge progressive, sinon leur séance n'a aucun sens, n'a aucun intérêt et qu'ils n'ont rien fait. Tandis qu'une personne, entraînement instinctif, et c'est peut-être justement ce mot-là, instinctif, tu vois, qu'il faut mettre des parenthèses ou bien cadré, en réalité, en fonction du profil de la personne ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va être capable justement de moduler un petit peu son intensité en fonction de certains paramètres, ça peut être intéressant. Est-ce que tu veux dire instinctif dans le sens où le gars il y va, il fait ce qui lui plaît à la salle ? Ouais. Ou est-ce que tu veux dire c'est plus en mode, en gros tu te concentres à ne pas juste ajouter du volume, enfin de la rep ou de la charge sur ta surcharge progressive, c'est plus ça que tu veux dire. Non. Mais on a un plan qui est clean. Oui. Alors non, je pense que du coup là la personne voulait dire plus entraînement instinctif, c'est-à-dire si je vois que j'arrive pas à mettre ma rep en plus, c'est pas grave, je vais pas chercher à grinder pour grinder, tu vois. Mais elle a quand même son logbook, c'est-à-dire qu'elle a quand même sa structure d'entraînement, c'est pas elle arrive à la salle et puis elle se passe quelque chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok, alors là c'est un peu plus nuancé effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors j'avais fait un réel que j'ai jamais sorti dessus. Ah dommage. Mais ce que je veux dire c'est que alors et comme tu dis, le terme surcharge progressive, il est envoyé à la volée maintenant. Et même nous, on l'utilise tous. C'est normal. Un principe qui est important. Mais encore une fois, c'est de la nuance. C'est-à-dire que, effectivement, le principe en tant que tel, c'est de gagner des répétitions et gagner des charges. Comme être de plus en plus fort. Voilà, comme on a fait tout à l'heure sur le hack, etc. Oui, mais à quel prix ? Voilà. Est-ce que ton point... Mon focus, c'est quoi ? C'est... déjà, est-ce que tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais combien de bodybuilders s'entraînent depuis 10 piges et ils ont 30-40 kilos sur les machines. Ça veut dire quelque chose. Ils peuvent potentiellement mettre plus lourd. Combien de machines on peut mettre plus lourd ? On peut mettre 4 plaques au lieu de 3, peu importe. Mais quel prix tu vas payer avec ce poids en plus ? Ton corps, il sait pas s'il y a 50 kilos ou 40 kilos sur la machine. On s'en fout. Exactement. Le plus important, c'est ton stimulus. Que tu envoies sur le muscle que tu veux travailler. C'est ça qui va t'amener à réellement faire grossir un groupe musculaire ou non. Donc en fait, quand tu as déjà cette partie-là, ok. Ta surcharge progressive, tu suis ton logbook, machin, etc. T'as par exemple, je sais pas moi, 100 kilos sur ta barre et tu dois aller faire ta fourchette de répétition, c'est entre 8 et 10, d'accord ? Et t'as fait 9 et tu mets 100 kilos.
Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher 9 reps encore cette semaine? Par contre, ton tempo est irréprochable. Tu bloques bien tes 2 secondes en bas, tu sais que j'aime bien faire le stretch, le machin et tout. Mais t'as vraiment, ta respiration est parfaite, ton leg drive est parfait. Vraiment, ta série de A à Z, elle est parfaite. Par contre, tu gardes ton même nombre de reps. Au lieu d'aller mettre un petit peu plus lourd et de dégrader complètement ton exécution et qui du coup t'engage. Épaules, triceps, machin. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, j'avais pas de pecs. Depuis que j'ai baissé toutes mes charges, je me suis concentré sur... faire ton mouvement correctement. Exactement, j'ai des pecs. Ouais, en fait, le problème, c'est ça, c'est entre guillemets cette surcharge progressive que vous devez mettre en place. Et alors, attention, parce que moi, du coup, dans surcharge progressive, j'inclus aussi, tu vois, les choses que tu as précisées là. Par exemple, l'amplitude, le tempo à avoir. Pour moi, absolument. Si justement vous êtes capable de faire avec une même charge, un même nombre de reps, mais avec des paramètres, vous avez un tempo qui est plus contrôlé, une amplitude qui est plus grande, c'est également de la surcharge progressive. Parce que du coup, surcharge progressive, c'est, pour généraliser, augmentation du volume. L'augmentation du volume, moi, je le traduis par une augmentation du stimulus que vous amenez. Si vous avez plus d'amplitude, il y a de fortes chances, et que vous êtes capable d'encaisser, enfin de tolérer l'amplitude dans laquelle vous allez, il y a de fortes chances que ça emporte plus de stimulus, d'accord, sur votre groupe musculaire. Mais effectivement, ce qui est important à comprendre, c'est bien plus... Qu'est-ce que ça va vous coûter? Parce qu'en fait, peut-être qu'effectivement, là, au fur et à mesure du temps, vous avez votre logbook, vous grindez, etc. C'est top, c'est trop bien. Mais il va arriver un moment, et c'est normal, et c'est pas un souci, où ça va être de plus en plus dur. Et si vous voulez continuer de grinder, il y a de fortes chances, ou du moins à la même magnitude que vous ayez avant, qu'il y ait certains mouvements compensatoires qui se créent pendant votre mouvement. Peut-être que vous allez commencer, on reprend l'exemple du développé, vous allez peut-être lever un petit peu votre bassin. Vous allez peut-être vous pencher un petit peu plus d'un côté parce que vous avez un côté qui est un petit peu plus fort. Vous allez peut-être réduire votre amplitude sur les dernières répétitions. Mais dans ce cas, du coup, est-ce que vraiment la surcharge progressive est réelle ou pas? Donc, pour revenir sur l'entraînement versus le logbook, avoir une structure, avoir en carnet d'entraînement, en logbook, peu importe, une structure d'entraînement quand vous allez à la salle, c'est important de savoir ce que vous avez fait précédemment, c'est important d'avoir une structure que vous respectez et de vous en rapprocher le maximum, bien évidemment. Mais ne soyez pas matrixé par votre logbook. Absolument. La structure, c'est-à-dire votre plan d'entraînement, le fait de faire X nombre de reps, de chercher une certaine gamme de répétitions, oui. Le fait de vouloir toujours vous dire, ok, non, je dois faire une rep en plus ou rajouter 5 kilos en plus ou quoi que ce soit, je ne trouve pas. En fait, ça doit être une aide psychologique. C'est qu'en fait, c'est que moi, depuis que... tu sais que je m'entraînais avec l'application de coaching, mais en gros, depuis que je suis passé vraiment sur un logbook, puis essayer de vraiment traquer au maximum, il y a aussi traquer ton setup. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est en gros, est-ce que, je sais pas, ton banc, tu l'inclines à 40 degrés, la semaine prochaine, tu vas pas l'incliner à 30 degrés, parce que tu n'auras pas le même transfert de force, tout sera différent. Mais de standardiser ce que vous faites. C'est-à-dire que, effectivement, d'aller chercher votre répétition en plus, d'aller chercher vos poids en plus sur la barre, etc. Bien évidemment que ça gonfle entre guillemets un petit peu son ego, puis tu te sens progresser, évidemment, mais encore une fois, à quel prix? Le plus important, c'est de garder ton stimulus, c'est de garder... J'ai un panel d'exercices dans ma tête où je me dis, Marvin, tu peux mettre beaucoup plus lourd que ça, mais à quel prix? Je vais désengager mes quadriceps sur le hack squat, je vais pousser avec mon bas du dos, je vais décoller mon dos. Non, l'objectif, c'est de faire grossir tes quads. Ok, comment tu fais? Tu te concentres, tu gardes ton amplitude. Et quand j'atteins ma fourchette de répétition haute, tout simplement, j'ai filmé ma série déjà pour voir si tout est ok, et ben là je me permets de monter, mais je monte doucement. C'est que moi des fois j'ai des clients qui m'envoient des messages, je suis monté, j'ai mis 5 kilos, mais c'est énorme 5 kilos, 5 kilos sur une barre. Et moi le premier, quand je faisais mon développé incliné à la Smith, quand j'étais en prise de masse, je me sentais vraiment bien, j'ai mis 5 kilos en plus, j'ai perdu 2 reps. En fait, c'est-à-dire que la façon dont, ça c'est un truc qui est intéressant, souvent ça m'arrive aussi avec mes clients, la façon que vous avez de surcharger en fait progressivement. Donc effectivement, d'ailleurs moi c'est pour ça que j'aime bien et toi aussi travailler avec des gammes de répétitions, c'est-à-dire qu'on laisse une marge de progression avec une même charge. Exactement. Parce qu'effectivement, en fonction des salles dans lesquelles vous allez vous entraîner, les incrémentations de poids que vous allez pouvoir faire, elles sont pas toujours les plus avantageuses. Par exemple, sur une poulie, imaginons, on fait des élévations latérales. Et vous faites des élévations latérales, vous avez l'habitude de les faire à 5 kg la première plaque. Et là, vous passez à 10 kg. Dans votre tête, c'est en mode, oui, mais c'est que la plaque qui est juste après, en soi. Oui, mais concrètement, c'est aussi 2 fois plus lourd que ce que vous faisiez avant. Donc, c'est fortement possible que là, ça prenne un petit coup, tu vois, au niveau de la surcharge. Absolument. Et la technique également. Et la technique également. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, cette incrémentation de poids, elle peut être aussi un petit peu plus compliquée. Donc, parfois même, si moi, en tout cas, le conseil que je donne souvent à mes clients, si ça vous arrive, qu'effectivement vous avez une gamme de répétitions, alors moi j'essaie de rester relativement large, en général il y a toujours 4 reps, 5 reps, et que malgré ça, par exemple, vous arrivez à faire, je sais pas, la gamme de répétitions c'est 8 et 12. Vous allez faire 12 répétitions avec une certaine charge. Et la charge qui est juste après, vous n'arrivez pas à faire 12 répétitions ou quoi que ce soit. Soit justement vous repartez au début, c'est-à-dire vous faites le 8 répétitions, et puis vous repartez sur un cycle comme ça jusqu'à réussir à faire 12, ou soit pendant un petit moment,
même si effectivement votre gamme de répétition c'est entre 8 et 12, rien ne vous empêche d'aller à 13, 14, 15. Absolument. Et ensuite de reprendre la charge un petit peu plus, peut-être 2-3 semaines après, et voir si vous arrivez de nouveau à faire 12. Absolument. Et c'est comme ça que vous devez faire les choses correctement. C'est ça une vraie surcharge progressive. C'est progressif. Standardisé. Et exécuter entre guillemets tout ce que vous pouvez à la perfection, tout simplement. Et après, ça c'est dur, après ça demande beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, et même moi aujourd'hui, j'ai pas toutes mes exécutions qui sont irréprochables à 100%, surtout quand tu t'entraînes proche de l'échec. Je sais pas si t'as une question vis-à-vis de ça, mais je crois que t'en as une. Mais sur vraiment t'entraîner, quand tu commences à rentrer dans un dépassement, mais tu vas très très loin dans l'effort. C'est normal. Il y a aussi ce facteur de se dire attention, tu vois, parce que tout se dégrade quand tu bien rentres sûr. dans cette zone-là. Donc, de ne pas dégrader. Mais ça prend du temps, c'est de l'expérience. C'est gérer son intensité, c'est gérer son stimulus sur le muscle que tu veux dire. Parce qu'effectivement, tu regardes par exemple, peut-être que le hack, comme tu dis, tu pourrais peut-être mettre un petit peu plus lourd, mais en fait, ça se trouve, ton dos va se décoller, ça se trouve, tu vas perdre ton gainage, ça se trouve, tu vas perdre un petit peu d'amplitude ou quoi que ce soit. Donc, c'est avoir le meilleur ratio sur l'exécution que vous êtes en train de faire, le stimulus que vous allez apporter, la fatigue que justement aussi également ça va vous amener, hein, parce que pareil, encore une fois, faut finir sa séance. Faut finir sa séance. Et n'oubliez pas que le but quand vous vous entraînez, ça c'est intéressant, sur chaque exercice, sur chaque série que vous êtes en train de faire, votre but, c'est de provoquer le maximum de stimulus en limitant au maximum la fatigue que vous allez accumuler. Exactement. Et ça, c'est important à comprendre parce que quelque chose, par exemple, alors il y a des exercices qui sont bien plus propices à ça que d'autres. Par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple du stiff leg deadlift comparé au leg curl. Ce sont deux exercices qui vont potentiellement travailler les ischios. Ok. Il y en a un qui a un ratio en termes de fatigue qui est beaucoup plus important que l'autre. Un stiff leg deadlift, t'as peur. Mais je t'entraîne dur en stiff leg deadlift sur ton set, tu arrives sur ton top set, t'as peur. Moi, j'ai pas peur de le dire, je déteste cet exo. Ouais, bon, voilà. Oh là là. Alors, c'est un bon exercice, mais en termes de ratio stimulus, c'est-à-dire qu'effectivement, le stimulus que vous allez apporter, la contraction que vous allez apporter au niveau de vos ischios ou quoi que ce soit, elle est pas forcément énorme. Par contre, l'effort que ça va vous demander, c'est énorme. Alors, c'est pas un mauvais exercice, attention, c'est pas ce qu'on a dit. Non, bien sûr, c'est pas un mauvais exercice, mais adhésion, encore une fois, c'est ce que tu aimes, ce que tu fais, etc. Oui. Mais il y a aussi le côté que moi j'ai switch maintenant et je suis passé sur un bell squat, du coup en style oui, pour un style, oui, non, et j'ai beaucoup plus de stimulus, j'ai mes ischios qui me brûlent après 2 jours, que j'avais pas ça sur stiff leg deadlift où je me concentrais juste sur la charge, etc. Donc en fait il y a énormément de facteurs, mais ça voyez ça avec votre coach ou avec nous, parce que potentiellement qu'on est vos coachs. Votre coach. mais voilà, c'est trouver entre guillemets, et là où vous allez être le plus efficace aussi, parce que si vous faites un stiff leg deadlift mais que derrière tous vos lifts qui vont arriver, donc je sais pas si vous avez 5, 6, 7, 8 séries entre guillemets sur votre séance d'eau ou peu importe à aller chercher derrière, tout est absolument désastreux en termes de charge, en termes d'exécution, en termes de fatigue. Bon, il faudra revoir un petit peu la programmation. Après là, le but, j'avais pris le stiff leg deadlift et les ischios comme exemple. Je sais que j'ai quelque chose contre ces J'avais pris ça, c'est pas forcément le c'est juste pour vous faire comprendre que c'est intéressant des fois d'étudier un petit peu le ratio de la sélection de vos exercices et de comprendre qu'en réalité, vraiment ce qu'on voulait le plus, c'est surtout maximiser le stimulus par rapport à la fatigue que vous allez accumuler. Donc, on s'est un petit peu éloigné du sujet principal, mais donc, entraînement instinctif avec des guillemets, ayez un plan, ayez une structure, ayez un nombre de séries à atteindre, etc. Versus logbook, et du coup, avec le contexte que j'ai eu, logbook, c'est plus de devoir toujours essayer de faire mieux. Sur du long terme, le principe de surcharge progressive, il est important. Bien sûr. Faites-le bien, mais soyez capable aussi d'écouter de votre corps, et pas forcément d'être juste matrixé par votre cahier où effectivement vous avez marqué 8 la semaine dernière, donc là absolument vous devez faire 9. Absolument. Parce que si justement faire absolument ça alors que vous le sentez pas et que vous voyez que votre technique elle est dégueulasse ou que c'est pas du tout ce qui est nécessaire pour vous progresser, ça n'aura aucun intérêt, ça va augmenter votre fatigue, ça va effectivement, comme tu dis, ça peut être bien parce que ça va gonfler votre ego, sauf que les gars, vous allez pas vous entraîner pour gonfler votre ego. Et risque de blessure. Et ça va risque de blessure, c'est les seules blessures que j'ai eues moi, c'est en faisant ça. Bien évidemment, c'est normal. Bon, en tout cas, question intéressante. Ouais. Troisième question, pareil, transition qui est toute faite. Du coup, faut-il aller à l'échec musculaire sur toutes les séries? Mathéo, tu vas à l'échec sur toutes tes séries, tu vas hardcore, don't miss Jordan Peters, tu t'arraches la tête. Tu t'arraches la tête parce qu'on est tous coach sportif en ligne, on peut tous dormir 12 heures par jour, c'est fantastique. Absolument pas. Ouais, et puis on est surtout tous capables d'aller à l'échec. Oui, bien sûr, non. J'aurais fait une série de plus de hack aujourd'hui, je me serais arraché un genou. Non, mais faut comprendre. Alors là, Marvin y extrapole un petit peu, mais effectivement, c'est une question aujourd'hui. Il y a beaucoup de zéro RIR, etc. et tout, s'entraîner extrêmement dur. Et même nous, on a ce discours-là, de vraiment essayer de pousser le plus loin possible vos séries. Ouais. C'est important, je pense. Mais en fait, il y a un certain contexte. C'est que déjà, faut se rendre compte, qu'aller à l'échec musculaire, pour la majorité des personnes, c'est pas le cas. C'est même moi, je n'estime que personnellement, j'ai pas assez d'expérience aujourd'hui pour vraiment m'entraîner jusqu'à l'échec musculaire. Je pense que le jour où je serai vraiment capable de le faire, ce sera dans plusieurs années. Encore une fois, il y a une grosse expérience à avoir par rapport à ça sur votre capacité à tolérer justement l'effort que vous êtes en train de faire ou quoi que ce soit.
Et est-ce qu'il faut aller à l'échec musculaire? Alors ça, c'est un petit peu, tu sais, le fameux triangle. Moi, j'aime bien parler de ça, d'intensité, volume, fréquence. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous allez mettre d'intensité, plus ça va être compliqué d'encaisser un gros volume. Tu vois, si vous n'avez pas un énorme volume, vous pouvez mettre peut-être plus d'intensité. Donc en réalité, ça va dépendre tout simplement de ce que vous êtes capable d'encaisser. Et aussi du niveau actuel en réalité, quand votre définition d'aller vous entraîner à l'échec, elle se situe où? Parce qu'un débutant qui se dit je m'entraîne à l'échec, je te parle d'un ultra débutant, qui leg extension, ça brûle, j'arrête. Ouais, mais non. C'est pas l'échec. Non. Mais pour lui, c'est sa définition de l'échec. Parce que ça lui fait mal, c'est douloureux, c'est inconfortable par rapport à ce qu'il faisait avant. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est là où un bon coach rentre en une demi-heure, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça avec mes clients on commence à parler d'échec, bien évidemment, mais également l'échec postural. Donc, en fait, je me dis, super. Tu vois, typiquement, quand tu arrives sur un mouvement, je sais pas moi, une chest press traditionnelle, et que d'un coup, tu finis et t'es comme ça. Ouais. Tu vois, bon, là, ouais. T'as tout donné. T'es au bout du bout. Tu sens que tu peux plus en faire une autre, et ta posture, complètement, en termes de technique, tu n'es plus du tout, entre guillemets, dans les clous. Il est temps de relâcher. Parce que, déjà, tu risques de te blesser, mais en fait, tu vas juste te cramer nerveusement, tu n'engages plus le muscle, tu n'es plus dans la bonne voie qu'on voulait que tu ailles, tout simplement. Tu vois, c'est trop bien de faire ce parallèle entre échec musculaire et échec postural, parce qu'effectivement, dans le terme échec musculaire, il y a de fortes chances que même sur la chest press, même si à la fin, tu vois, tu arrondisses un petit peu tes épaules ou quoi que ce soit, tu vas sûrement gagner des reps, et il y aura forcément un petit stimulus au niveau de tes pecs sur certaines fibres ou quoi, c'est possible. Mais encore une fois, tu vois, c'est qu'est-ce qu'elles vont te coûter, et est-ce que par rapport à la fatigue qu'elles vont générer, elles sont importantes. Enfin, l'échec musculaire, à mon avis, tu peux... pareil, tu vois, tu fais des élévations latérales, tu pourrais faire même, je pense, je sais pas moi, 10 drop sets pour vraiment atteindre le vrai échec musculaire. 1 kilo et tu t'envoies. Et voilà, tu vois, c'est juste que, en réalité, déjà en termes de standardisation et puis même pour traquer sur du long terme avec votre logbook, etc., mettre en place une bonne surcharge progressive correctement, ça sera jamais fait de la même manière, mais ça serait le vrai échec musculaire, c'est vraiment d'aller pousser le plus loin possible. Bien sûr. Mais pour beaucoup de gens, et d'ailleurs justement, ça transitionne avec tout ce qu'on vous a expliqué auparavant, visez bien plus l'échec postural. Exactement. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'en général, quand vous faites ça, vous allez limiter la fatigue inutile que vous aurez. Parce qu'en fait, l'échec postural, tu l'as pas défini. Échec postural, c'est lorsque vous n'arrivez plus à reproduire la prochaine répétition avec la même technique que vous avez fait juste avant. C'est-à-dire que ça se trouve, vous avez encore du jus, vous avez l'impression que vous pouvez encore envoyer, mais le fait d'envoyer encore un peu plus, ça viendrait modifier certains paramètres durant votre série. Par exemple, il l'a dit là sur une chest press, là où vous avez tout le temps le sternum relativement haut, les coudes un petit peu vers le bas ou quoi que ce soit, telle amplitude, là peut-être que vous allez commencer à avancer un petit peu les épaules, peut-être que vous allez marquer une pause en haut du mouvement. Alors effectivement, en faisant ça, peut-être que vous allez gagner des reps, mais du coup la posture sera pas pareille. Donc le principe de standardisation n'est plus le même. Donc ta surcharge progressive, est-ce que réellement elle est la même? Donc tu vois, t'es pour ça toi de bloquer en haut les reps? Ça dépend des exercices. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, c'est un travail en isométrique et tu vois, le précédent podcast sur la douleur que j'ai fait, ça peut être intéressant pour certains profils qui notamment ont des douleurs. Ou bien même pour certains débutants, pour l'apprentissage moteur sur certains exercices. Moi, j'ai eu la discussion avec un client là, la dernière fois sur son set de hack où en gros, il restait vraiment... sans exagérer peut-être 5 secondes. Non, là non. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que oui, tu vas être capable d'encaisser 1 à 2 reps en plus, mais déjà, système nerveux, ça tire. Puis, tu perds ta tension. Non, mais là, non. Ça, moi, je suis... en fait, j'ai pas nuancé, mais je suis pour sur surtout les exercices à forte tension de contraction. Tu vois, par exemple, sur un hack, effectivement, en haut de ton mouvement, tu n'as plus aucune tension sur tes quadriceps. Par contre, sur l'extension, tu vas venir rouiller 1 seconde en haut. Pour justement apprendre à certaines personnes à connecter, pour certaines personnes qui peuvent avoir des douleurs au genou ou quoi que ce soit, tu vois, sur un curl pareil au câble ou quoi que ce soit. Absolument, ça peut être des choses qui sont bien, mais en général sur des exercices comme du hack, en fait c'est toujours essayer de garder votre muscle sous tension quoi. Donc sur un hack c'est comme sur les élévations latérales aux haltères, tu vois, en haut ça peut être bien de marquer une petite pause, en bas marquer une petite pause avec des haltères je précise, vous avez plus de tension dans vos épaules, tu vois, donc ça dépend le profil. Absolument. Mais donc faut-il aller chercher l'échec musculaire partout, c'est contre-productif? Je pense qu'il faut aller chercher surtout l'échec postural partout, bien évidemment. C'est ce qui selon moi sera le plus intéressant, ça vous permettra de vous entraîner en sécurité, ça vous permettra de mettre une standardisation en place correcte, une surcharge progressive justement. Et ce sera selon moi ça qui sera vraiment intéressant. OK, donc parce qu'après tu sais il y a aussi ce débat de alors toi je sais pas si t'as déjà programmé comme ça, moi ça m'est arrivé à un moment de programmer comme ça avec des RIR. Tu sais, parce qu'en fait, t'as des gens qui vont t'expliquer que non, mais s'entraîner à l'échec musculaire, ils prennent pas le temps de faire la nuance et le débat qu'on vient d'avoir actuellement. Mais tu vois, peut-être que par exemple, la rep en plus que tu vas venir ajouter va
t'amener énormément de fatigue comparé au stimulus que ça va t'amener. Et que du coup, mieux vaudrait peut-être garder 2 répétitions en réserve parce que justement, les répétitions en plus que tu ferais, oui, elles t'amèneront au stimulus, mais tellement minime par rapport à l'effort qu'elles vont te demander que ce serait pas forcément intéressant. Et c'est un argument que je comprends. C'est un argument qui se tient et j'ai programmé, et je programme d'ailleurs des fois certaines personnes comme ça, c'est rare, parce qu'encore une fois, la manière que vous aurez de jauger justement les répétitions que vous avez en réserve, pour beaucoup de pratiquants, c'est super flou. C'est très ça m'est déjà arrivé aussi de coacher entre guillemets comme ça, mais je suis pas fan parce que ça pousse vraiment à la retenue. Ça pousse vraiment à la retenue. Et en fait, on sait aujourd'hui, grâce à toutes les études, tout en fait, mais c'est que ce qui compte le plus malgré tout, c'est tes derniers reps. C'est quand t'es la proximité à l'échec. Donc en fait, le fait de mettre ça, on en connaît un, mais je veux dire, c'est qu'en fait, ça tire vers le. Non, mais ça tire vers le. Ok. Attends, j'ai 2 reps en réserve. Tu sais pas si t'as 2 reps en réserve. C'est dur à jauger. Moi, je ne pourrais pas te dire. En fait, je peux te dire jusque. C'est encore une fois. Moi, il y a des moments, je suis dans ma série, par exemple, sur un leg extension ou peu importe, je te claque 8-9 reps. Tout va bien. La 10e, j'ai un crash de force de 90%. Boum. Alors que tu m'aurais fait arrêter à 8, je t'aurais dit, mais j'en ai 2 de plus. Alors que non. Ça dépend aussi des exercices. T'as des exercices où tu sais, la courbe de magnitude, des fois, tu peux te prendre un mur que d'un seul coup. On reprend l'exemple des élévations latérales aux haltères. C'est dur à juger parce qu'en fait vous pouvez enchaîner, et même quand ça commence à devenir dur, en réalité vous pouvez quand même continuer à enchaîner. Il y a certaines chest press, notamment en fonction de la courbe de magnitude. Alors la courbe de magnitude, c'est l'entrée de force de la machine, donc c'est là où ça va être le moment le plus dur durant votre amplitude. C'est tellement un mur violent que des fois tu peux te dire, je sais pas, au bout de justement 6 répétitions, il m'en reste 3, tu fais la 7e et t'es en mode du coup il me reste qu'une. Absolument. Mais c'est ce qui m'est arrivé sur le hack tout à l'heure quand tu m'as spot. C'est ce qui t'est arrivé sur le hack tout à l'heure. J'ai fait 8 reps, je pensais vraiment à les 4 premiers reps, j'étais attends, mais business. 5, 6, 7. Et je te vois avec tes doigts me faire ça, je me dis, impossible, ça monte. Et je pousse. Et tu vois, mais c'est qu'en fait, t'arrives, t'es en bas, tu pousses et tu sens que tu mets 2 secondes à passer certains seuils et t'es en mode, attends, mais là, c'est ta dernière. Mais c'est littéralement ta dernière. Mais moi, je suis pour t'entraîner, bien évidemment, à l'échec, proximité la plus proche possible de ton échec. Bien sûr, postural également. Mais en sécurité, mais non, faut s'entraîner à l'échec. Oui, il faut s'entraîner à l'échec, mais viser échec postural. C'est ça que tu veux dire. Et en fait, n'oubliez pas d'être plus voilà, et n'oubliez pas aussi que pareil, votre définition de l'échec, votre capacité à tolérer de l'effort, votre capacité à tolérer justement la douleur, parce qu'il y a des moments qui font mal, on va pas se mentir. Elle va évoluer aussi avec le temps. Ça fait partie de votre progression. Parce qu'effectivement, plus vous allez avancer, plus vous allez vous challenger, etc. Plus vous vous rendrez compte de ce que vous êtes capable, et entre guillemets, peut-être que quelque chose qui avant vous paraissait insoutenable en termes de musculation, peut-être que 3, 4, 5 ans après, vous allez être justement au contraire addict à ça, vous allez adorer ça. Et votre volume sur votre prog va baisser aussi. Et parce que encore une fois, plus on est capable de s'entraîner correctement. Exactement. Et c'est Jordan Peters qui dit ça, c'est trop intéressant. Jordan Peters, c'est un mec qui s'entraîne extrêmement dur, il est énorme. Et alors lui justement, en fait, c'est lui qui a un petit peu incorporé cette méthode de justement entraînez-vous très 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 dur, et pas forcément avec énormément de volume. Mais parce qu'en fait, on parle d'un mec qui est justement avec l'expérience qu'il a est capable de produire une intensité tellement forte, tellement élevée, qu'effectivement il ne pourrait pas rajouter du volume, et il arrive justement à rentabiliser ses séances, à déclencher le stimulus qui est nécessaire pour qu'il progresse, avec, il y a des certains exercices où il fait une seule série. Une série. Mais parce que justement, il a un niveau où il est capable de pousser une intensité tellement forte qu'il n'a pas besoin d'avoir une série en plus. C'est pas comparable, c'est pour ça ne copiez jamais les trainings que vous voyez, les trainings que vous voyez, les exécutions, même moi ça m'arrive des fois de poster le training que je fais, entre guillemets, mon push workout ou peu importe, mais ne copiez pas. C'est-à-dire que c'est vraiment adapté à chaque personne, c'est ce que nous on fait avec nos clients. Et oui, plus tu vas avancer, plus en termes d'XP, plus tu vas être capable de réduire ton volume, de le mettre sur des groupes musculaires qui potentiellement tu veux faire grossir également, mais tu as aussi ce coup de, c'est toujours un petit peu pareil, c'est qu'est-ce que tu vas enlever sur ta programmation, qu'est-ce que ça va te coûter, où est-ce que tu vas pouvoir l'ajouter, et est-ce que aussi nerveusement, musculairement, tu vas être capable de bien récupérer, parce que mettre du volume pour mettre du volume, ça sert à rien. Le gym volume, je suis pas pour moi. Mais pareil, tu vois, tout comme t'as d'autres personnes, si on reprend le système de périodisation que je t'ai expliqué juste avant, avec les répétitions en réserve, t'as certaines personnes où ça va être l'inverse. Plus ils vont venir évoluer dans le temps, plus ils vont être capables d'encaisser plus de volume par le fait de rajouter plus de séries. Bien sûr. Tu vois, justement, t'as 2 débats, et je trouve que ça, c'est trop intéressant. T'as ce truc de, s'il y a des coachs qui nous écoutent, tant mieux. T'as ce truc de, pour les débutants, on a tendance toujours à vous dire, mettez plus de volume parce qu'ils sont pas capables de mettre une énorme intensité. Bien sûr. Et ça se tient. La motricité, apprendre le mouvement. Voilà, c'est ça. D'autres personnes te diront, en fait, non, en réalité, ne mettez pas forcément plus de volume, essayez de leur apprendre de l'intensité, et ils sont pas forcément capables pour le moment d'encaisser un énorme volume. Tu vois, et donc t'en as où à l'inverse, au fur et à mesure du temps, on va venir réduire le volume, et d'autres, donc ça dépend de l'approche que vous avez au niveau de l'entraînement. Comme tu le dis très bien souvent, quand on parle de programmation, de technique d'entraînement, peu importe,
et tu as entièrement raison, tout fonctionne. Au début, tout fonctionne. Au début, ouais. Tout fonctionne. Parce que tu verras des body, tu verras des gars qui ont gagné des Olympias, qui s'entraînent, mais genre, mais c'est en fait, c'est que c'est vraiment, encore une fois, il y a tout qui fonctionne. Maintenant, encore une fois, on en revient sur les piliers de base. Ton adhésion, est-ce que tu es capable d'encaisser ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu vas suivre? Voilà. Moi, je sais que par exemple, j'adore le top 7 back-off. Le fait que j'adore, je me pousse à 200%. Ça me permet d'aller m'entraîner, de passer certains seuils. Hypé, de kiffer. Voilà, de passer certains seuils. Et je sais que majoritairement, sur mes exercices, 2 séries pour moi, parfait. Je m'envoie 2 fois en enfer. Ça me suffit, on passe sur autre chose. Et je me renvoie en enfer. Et je me renvoie en enfer. Voilà. Et ça me permet de progresser. Et il y a d'autres personnes qui adorent le 4x8-12. Voilà, et moi, par exemple, mais tu vois, quand je vous dis que justement, on apprend tout le temps, moi, au début, quand j'ai été formé ou quoi que ce soit, je m'entraînais beaucoup aussi en top 7, back off 7. Ouais. J'étais le genre de mec, je voyais une programmation avec du 4x8-12, je disais, ah, mais c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Moi aussi, je te dis. Bah ouais, en fait, mon avis, il a complètement changé dessus. En fait, ça dépend. Ça dépend le contexte, ça dépend la raison, ça dépend le pourquoi du comment, ça dépend la personne. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Sur un point faible, sur certains exercices. Il y a trop de paramètres. Donc, encore une fois, en fonction du contexte dans lequel vous évoluez, du moment que vous respectez les grands principes, ça marchera, d'accord ? Exactement. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez optimiser certaines choses pour vous permettre de gagner du temps, progresser plus vite, ou bien vous entraîner dans certaines circonstances qui sont peut-être pas tout le temps les plus favorables, mais en majorité, en général, respectez les grands principes, c'est ce qui aura le plus d'importance. Entraînez-vous dur. Est-ce qu'il faut viser l'échec musculaire ? Votre définition d'échec musculaire elle va évoluer au fur et à mesure du temps, donc rapprochez-vous tout simplement de ce qu'aujourd'hui vous estimez comme étant l'échec musculaire. Ouais. Mais par contre, et ça c'est indéniable, visez surtout l'échec postural. C'est-à-dire qu'une fois que vous voyez que vous n'êtes plus capable de reproduire le mouvement sans compenser en faisant quoi que ce soit, arrêtez votre série là, notez ce que vous avez fait, et puis la semaine prochaine, vous vous appuyez dessus, vous réessayez. Si vous voyez que vous arrivez justement en maintenant la même posture à rajouter une rep en plus, vous mettez votre surcharge progressive en place. Absolument. Et on en revient sur ce qu'on disait juste avant. Ok ? Et ce sera selon moi beaucoup mieux. Autre question, alors cette fois-ci il n'y a pas de transition, t'as pas été bon. À partir de quand quelqu'un est-il prêt pour monter sur scène ? Et ça c'est une question que je trouve trop bien. La question c'est à partir de quand quelqu'un est-il prêt pour une première compète de bodybuilding ? Ah mais alors là on va parler pendant 2 heures. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais mais... alors déjà, une compétition de bodybuilding, ce n'est pas pour masquer un problème dans votre vie. Ouais. Ce n'est pas... Pourquoi vous faites votre compétition ? Ouais. J'ai vu plein de personnes se lancer dans une prep parce qu'ils venaient de se séparer. Parce que leur travail, ça leur... parce que c'est la mode. Voilà, parce que c'est la mode, parce que si, parce que ça. En tout cas, pour moi, d'un point de vue bodybuilding, une prep de body, c'est bien évidemment dur. Majoritairement dur. Enfin, c'est pas... Quand vous le faites bien et vous le faites sérieusement, c'est pas forcément le truc le plus... Exactement. Donc, vous allez souffrir. Pourquoi vous allez le faire ? Est-ce que c'est pour des likes sur les réseaux ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Est-ce que c'est parce que votre copine vous a trompé il y a 2 semaines ? Peu importe. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, vous allez indirectement très mal vivre la prépa. Vous avez également votre entourage. Moi, je sais que ma première prep était un naufrage. Parce que mon entourage était un naufrage. Que ce soit ma précédente relation, le travail que j'avais à ce moment-là. Je me permets de te couper. Ouais. Entourage, on va mettre plus large, contexte. Contexte, ouais. Parce que dans le contexte, il y a l'entourage aussi, mais tu vois, le contexte même. C'est qu'en fait, c'est qu'il va y avoir certaines situations dans votre vie à certains moments où quand je dis entourage, par exemple, ça peut être également des soucis de famille, des soucis de relations, peu importe. En fait, là, j'ai des clients qui ne sont pas montés sur scène cette année parce que une situation familiale très compliquée et on s'était appelé et on a vu, entre guillemets, le pour et le contre. Et en fait, psychologiquement, la prépa va te demander énormément. Et en fait, tu veux pouvoir être le plus stable possible, avoir la routine, entre guillemets, la plus clean possible, dans le meilleur des mondes. Donc en fait, si tu es déjà un peu instable ou que tu as des moments où tu es un peu triste ou qu'il y a des sensations qui sont, des moments qui sont particuliers, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Et des compétitions, il y en aura l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Ça. Ne rushez pas. Ne soyez pas pressés. Moi, je me suis rushé sur la première, content de l'avoir fait, mais c'était pas... si c'était à refaire... j'aurais attendu jusque potentiellement l'année dernière ou cette année ou peu importe pour arriver avec un package encore mieux, etc. Mais essayez que tous les facteurs soient entre guillemets au vert, même si c'est très compliqué de tout contrôler. Mais voilà, de faire les choses entre guillemets quand vous le sentez et pas parce que vous vous sentez obligé de allez, c'est cette année, tout le monde fait WN France, je pars en WN France. Non, voilà. En fait, le truc, et alors je pense pas que la personne, quand elle m'a posé la question, elle s'attendait à avoir cette réponse-là. Tu sais, je pense plus qu'elle, la question qu'elle a posée, c'était plus à partir de quand, entre guillemets, j'ai le niveau pour le faire. Mais... On va y revenir après sur ça, mais justement, je trouve que c'est super important, avant tout, de parler du contexte, de pourquoi vous voulez faire une compétition. Pour moi, c'est le plus important. En fait, cherchez le pourquoi. En fait, c'est ça le plus important. Aujourd'hui,
il y a une trend, tu vois, le bodybuilding. Alors bon, le bodybuilding naturel, ça en essor. En France, il y a la WNBF. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, que ce soit des participants, que ce soit les spectateurs, que ce soit le mood qu'il va y avoir sur les réseaux autour de ça. C'est de plus en plus plus en plus grand et c'est une bonne chose, je pense. Et donc effectivement, il y a beaucoup de personnes, notamment des jeunes, qui peuvent être motivés, se dire vas-y, du coup, allez hop, je vais monter sur scène et tout, moi aussi, ou quoi que ce soit. Et certains vont vraiment le faire de manière très très sérieuse, c'est-à-dire que toute leur vie ça va devenir ça. D'autres, ça va être un peu plus en mode chill ou quoi que ce soit. Ok. Vous devez forcément trouver votre pourquoi. Avant toute chose, cherchez pourquoi vous voulez faire une compétition. Et ça peut être plein de raisons. Hein. Ça peut être effectivement, vous avez envie de vous tester, vous avez envie de vous challenger, vous adorez vous entraîner, vous vivez tout comme un bodybuilder, donc pourquoi pas essayer de faire le process jusqu'au fond, pardon. Vous avez envie de voir à quoi peut ressembler votre physique, peak shred ou quoi que ce soit. Tu vois, mais effectivement, n'essayez pas de compenser un manque que vous avez aujourd'hui dans le bodybuilding. Je pense pas que ce soit forcément la bonne chose parce que bien que c'est de l'essor aujourd'hui, bien que effectivement ça peut être une super aventure. Les mecs, pour la majorité, ça va pas changer votre vie du jour au lendemain, d'accord. Et ça te reviendra encore plus fort dans la tronche. Ça peut être dur, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme c'est une trend, il y a beaucoup de personnes qui vont identifier le bodybuilding comme une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher une personnalité dans le bodybuilding. Je veux être comme ci, je veux être comme ça, toute ma vie, ça devient ça. Les gars, et il y a beaucoup de jeunes comme ça aujourd'hui parce que c'est super populaire et c'est bien parce que la musculation, regarde, nous on adore ça, c'est toute notre vie. Oui, et puis c'est quelque chose de santé aussi, c'est pas quelque chose qui est néfaste. Alors le body, oui, non, mais je veux dire le côté vraiment aller s'entraîner, de manger sainement, etc. Bien sûr, je parle pas d'aller te deep build et le cul shredded, mais oui, c'est plus santé qu'aller en boîte quoi. Non, voilà, mais c'est ça, mais c'est surtout que moi l'année dernière j'ai cancel mes shows parce que ça allait pas. Parce que ça allait pas. Parce que les facteurs n'étaient pas du tout le contexte, parce qu'il a parlé d'entourage. En fait, et moi, justement, je me suis permis de te couper et te dire contexte. Parce que une préparation, monter sur scène en bodybuilding, effectivement, le contexte dans lequel vous allez commencer votre préparation, dans laquelle vous allez la terminer, c'est super important. Parce que ce contexte, plus il sera favorable, plus ça va rendre le process smooth et du coup, optimiser les résultats, maximiser vos chances de gagner, maximiser vos chances de bien tolérer le process, qui effectivement, parfois, peut être un peu compliqué. Donc, ce contexte, ça peut être votre entourage. Donc la situation que vous avez actuellement avec les gens qui sont autour de vous, contexte financier. Bien sûr. Une prépa, ça peut coûter cher, effectivement, si vous faites les choses bien, vous mangez pas mal de protéines, vous allez vous entraîner à la salle, vous avez les suppléments, votre coach. Vous avez le coach si vous avez un coach, les frais d'inscription, le voyage, le TAN, les cours de posing si vous faites des cours de posing, il y a beaucoup de frais qui rentrent en jeu, donc il y a aussi le contexte financier, contexte mental aussi, aujourd'hui où vous en êtes et pourquoi justement vous voulez vous lancer dans cette aventure. Moi, c'était le constat. Bien sûr. Bon, l'année dernière, j'étais donc du coup j'avais déménagé en Australie, etc. Et j'étais omnibulé par l'idée de monter sur scène. Et en fait, je suis arrivé au courant mars peut-être. Et je me suis dit, mais attends, là cette année, c'est pas possible. Parce que j'ai ça, parce que mentalement, la relation que j'avais précédemment, c'était un peu compliqué. Parce que parce que ça, puis même stabilité. Moi, je sais que je m'étais juré que si je remontais sur scène un jour, c'était pour du coup ne plus revivre la prep que j'avais vécue entre guillemets dans le passé. Donc je m'étais dit, non, c'est pas du tout le marqueur. Et attention aussi, ne pas trop s'écouter, se lancer, etc. dans la vie. Mais je veux dire, moi, je sais que je savais un petit peu où est-ce que je m'en allais. Et du coup, je voulais que, entre guillemets, tous les marqueurs soient le plus positif possible pour vivre une meilleure prépa que ce que j'avais fait dans le passé. Encore une fois, c'est une question d'expérience. Mais bien sûr que c'est une expérience incroyable. Et vous allez monter. Si tu veux monter, tu vas monter. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est pourquoi tu vas monter. C'est est-ce que tu veux monter pour la gloire? Est-ce que tu veux monter pour aller chercher une carte pro? Est-ce que tu espères gagner ta carte pro dès la première compétition? Parce que dans 99% des cas, ça n'arrive pas. Il y a des cracks qui le font, bien évidemment, mais ça n'arrive pas. Et donc, du coup, voilà, le faire pour les bonnes raisons que si... Et aussi, il y a ce paramètre-là psychologique qui a été très difficile aussi, c'est quand ça s'arrête. Tu n'as plus d'objectif, tu n'as plus de date. Le post-show, voilà. Et donc, en fait, c'est de te dire, si, comme tu le dis, c'est devenu toute ta vie, et ben en fait, ta vie, elle s'effondre. Ouais. Et en fait, c'est justement ça, c'est de te dire, d'apprécier le processus, d'apprécier le fait que il y a des moments, ça va être plus difficile, il y a des moments, tu vas moins bien dormir, tu vas te lever 4 fois pour pisser la nuit, peu importe. Mais quand ça se finit, c'est étape 1, c'est pas grave. Et tu passeras sur une autre étape, potentiellement tu repartiras sur un cycle de off-season ou peu importe. Voilà. Ça, c'est un sujet trop intéressant. On fera notre podcast pour parler du post-show, tu vois, parce que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais là, oui, donc, avant de parler justement, parce que encore une fois, je pense que la question de la personne, c'était bien plus quand est-ce que j'estime avoir le niveau nécessaire. Tu sais, physiquement, quand est-ce que je peux me dire, ok, là, je peux commencer une sèche pour pouvoir monter sur scène. La vérité par rapport à ça, c'est que vous ne serez jamais prêt. Vous le serez jamais, Enfin, vous le serez jamais assez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comment vous pouvez savoir par rapport à quoi vous pouvez vous baser? Il y a des mecs en prise de masse qui on dirait qu'ils vont rien faire du tout. Ils sèchent, ils sont exceptionnels. Ils font le championnat du monde, et ils deviennent champions du monde. Voilà, fantastique. En fait, il y a des choses comme ça, des fois, vous pouvez pas forcément anticiper comment ça peut se produire. Donc, je pense qu'il y a quand même un constat qui est, laissez-vous quand même,
si les gens ont besoin de chiffres, tu sais, parce que c'est nuancé là ce qu'on dit, laissez-vous 3-4 ans minimum de musculation et de musculation faite correctement avant de venir monter sur scène. Alors il y a des personnes qui ont des génétiques incroyables et qui pourraient monter au bout de 2 ans, mais laissez-vous 3-4 ans juste pour voir un petit peu ce que c'est que l'expérience, et pas 3-4 ans où vous allez à la ZOB une fois par semaine vous entraîner. 3-4 ans où vous vivez un petit peu le process, vous êtes en go muscu, vous kiffez, c'est trop bien. Et de là, ensuite, si vous avez toujours l'envie un petit peu, là, lancez-vous. Alors, n'attendez pas forcément, justement, parce que comme tu dis, si on attend toujours d'avoir le meilleur physique, le meilleur truc, en fait, vous saurez jamais. Vous saurez jamais. Vous pouvez jamais savoir à quel moment vous auriez dû commencer ou quoi que ce soit avant d'avoir été prêt au moins une seule fois. Et c'est à partir du moment où après vous serez préparé, que vous verrez les points faibles que vous avez, 100%. Que vous pourrez déterminer, du coup là, peut-être que je vais remonter sur scène dans X années parce que j'ai ce point-là à travailler, ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, c'est très dur de jauger sur par rapport au physique, le physique que vous affichez aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à monter sur scène? Parce qu'en réalité, comme j'ai dit, moi je l'ai vu, j'ai des gens qui en masse n'ont pas forcément un rendu où on pourrait se dire lui il est énorme et il va potentiellement gagner ou avoir un bon physique à la fin de sa prépa, et en réalité après ils mettent absolument tout le monde d'accord sur scène, donc bien plus, et après là encore une fois je suis biaisé parce que du coup ça revient un petit peu à ce qu'on dit avant, c'est aussi pourquoi, parce qu'en vrai de vrai là je tiens ce discours là, si vous voulez effectivement vous voulez prétendre à la victoire, mais pareil, si en réalité vous avez déjà trouvé votre pourquoi de vous voulez faire du bodybuilding, pourquoi vous voulez monter sur scène, et que forcément la victoire n'est pas forcément ce qui vous hype le plus, c'est plus le process. Là vous n'avez pas forcément à attendre 3-4 ans, parce que justement c'est juste le process que vous kiffez, lancez-vous. Et c'est vrai que là on a pu avoir un discours là juste avant où on était un petit peu en mode le body c'est dur, c'est compliqué avec le contexte, ça demande des efforts et tout. Ça reste un truc incroyable. Ça reste. Nous on est biaisés parce qu'on aime ça, on en fait, mais c'est exceptionnel. Le moment sur scène, en tout cas moi ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était fantastique, et c'est fantastique. Mais même le process. Moi j'adore le fait de c'est un dépassement de soi. Pour moi le bodybuilding c'est un des meilleurs sports que j'ai pu faire, et j'en suis reconnaissant de pouvoir le faire tous les jours et à 300%. Parce que là t'es dans un contexte, et parce que encore une fois t'es dans un contexte aujourd'hui, mec, je peux pas. Mais je peux pas espérer mieux. Voilà. Ah non, mais c'est pas le contexte de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis non, mais c'est incroyable. Donc vraiment, j'invite tout le monde à essayer de le faire. Et si vous en avez envie. Si vous en avez, voilà, si financièrement vous pouvez, etc. Trouver le pourquoi. Voilà. Et non, je pense que c'est une expérience incroyable, et ça mérite d'être vécu. Et surtout si vous aimez vraiment ça. Et vous allez voir que potentiellement vous allez en faire une. Vous allez dire, allez hop. Ciao. Merci, bonsoir. Et c'est pas grave. Fini. Et c'est ok. Absolument pas, c'est pas grave. Et c'est ok. Et par contre, vous allez peut-être potentiellement tomber amoureux de fou du body encore plus. Et vous aurez trouvé votre voie. Et là, vous allez faire du body pendant des années et des années. Et on vous souhaite. Donc ça peut être bien. Donc si vous êtes. Si là, parce que encore une fois, tu sais, comme il y a pas mal de trends, ça renforce un petit peu l'envie. Je pense qu'il y a 10 ans, bodybuilding naturel en France, t'en parles, mais il y a personne qui connaît ça. Déjà, tu coupes les réseaux sociaux demain, t'enlèves 80% des gens qui font du body. Ouais. Oui. Ça va très vite. Mais donc trouvez votre pourquoi. En fonction après du niveau que vous avez, laissez-vous un petit peu le temps quand même de créer suffisamment de tissu musculaire, etc. Mais vous pourrez jamais réellement savoir quand est-ce que vous serez prêt. Donc, n'oubliez pas aussi que là, si vous écoutez ce discours-là, c'est qu'aussi peut-être que vous voulez faire votre première compétition. Donc, n'oubliez pas que c'est la première. Ne vous mettez pas une pression de malade comme si ça allait révolutionner votre vie. Il y a très peu de chances, encore une fois, que ça arrive. Ça peut arriver. Il y a très peu de chances il y a beaucoup de chances aussi que ça n'arrive absolument pas. Faites-le pour les bonnes raisons. Exactement. Entraînez-vous dur. Kiffez autant le process que le moment où vous serez sur scène. Si c'est pas le cas, vous l'auriez fait. Maintenant, vous savez que c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Ça n'empêche pas que vous puissiez continuer à faire de la musculation, à suivre une diète, etc. parce que vous aimez ce lifestyle-là. Mais peut-être que monter sur scène au final, c'est pas forcément la meilleure expérience, et ce sera ok. Ce sera absolument. Ce sera très bien. Et je pense qu'on va conclure sur ça. Okay. On va conclure sur ça. Donc, Marvin, c'est trop bien. C'était trop cool. C'était trop bien. Dites-moi justement si ce petit format il vous plaît, où justement on pose une petite boîte à questions, on répond à différentes questions. Moi j'adore ça parce que du coup je trouve que c'est beaucoup plus naturel, c'est un échange, ça amène à des débats, etc. Cool. Marvin est coach, je suis coach. On a des fois des façons de penser qui sont similaires, d'autres fois où on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. Donc ça mène à un débat. Vous, si ça vous a plu, bien évidemment, dites-le nous aussi, faites-le nous savoir. Suivez Marvin sur Instagram. Passez par mon lien pour du coaching. Non, passez par et puis mon lien pour du coaching. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Beyond Average, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain.